Alors, on va commencer cette table ronde, oui, par une présentation de Grégoire qui va à travers 7 axes un peu stratégiques où il faut être aujourd'hui si on veut maintenir une souveraineté, une puissance et assurer une sécurité en fait pour la France et l'Europe en fait. Et à partir de ces 7 axes, on rebondira chaque participant un peu sur ces aspects de voilà quels sont les faiblesses et les forces en fait au niveau de la France et de l'Europe sur ces aspects puissance, sécurité, souveraineté en fait et ça permettra un peu d'animer cette table ronde. Donc merci Grégoire d'avoir préparé ces slides. Merci. Alors, il y a 40 ans, en fait, j'étais sur les bancs de l'école et nous avions à l'époque le privilège de faire du Fortran et de nous servir du dernier cri de l'Iris 80, dont les élèves de l'école des mines étaient très, très contents de constater que de temps en temps, il lui arrivait de tomber en marche. Et donc, je vais faire un tout petit peu d'historique parce qu'il faut savoir d'où on part et puis ensuite, comme vient de le dire Christophe, parler des enjeux actuels. Bon, sur les questions de souveraineté, généralement, l'État est toujours attaqué parce que, ou bien il en fait trop pour ceux qui voudraient avoir la liberté et aucune contrainte, ou bien, et simultanément d'ailleurs, il se fait attaquer sous la forme « vous ne nous protégez pas assez ». Néanmoins, si on regarde l'historique, il a tâché de s'occuper d'abord des choses sérieuses et donc... à l'origine des temps, le plan calcul et l'enjeu de la force de frappe nucléaire sont le premier enjeu de souveraineté. Bull est inventif dès les années 50, connaît quelques déboires au début des années 60. On a parlé du Gamma 60 et des difficultés vis-à-vis d'IBM 1340, je crois, et racheté par General Electric partiellement en 64, puis complètement en 67, puis renationalisé en 70. Mais surtout, ce qui est déclenchant, c'est que le gouvernement américain a, dès le printemps 1963, et à la demande du Pentagone, écarté une demande française d'achat d'un ordinateur contrôle data pour être utilisé lors des expériences nucléaires. Le prix à l'époque était de 8 millions d'euros, de dollars, pardon, et posait le problème de la conformité aux clauses du traité de Moscou contre la dissémination des armes nucléaires dans le monde. Le plan calcul est donc lancé en 1966, destiné déjà à assurer l'autonomie du pays dans les technologies de l'information et à développer une informatique européenne. C'est-à-dire, grosso modo, le même programme qu'aujourd'hui. Il comporte 4 volets, également à peu près les mêmes, c'est-à-dire la création d'une capacité industrielle, avec la C2I, qui est pilotée à l'époque par Thomson et la CGE, la création de l'IRIA, devenue ensuite l'INRIA, pour la recherche, un plan composant, et puis un effort de formation dans l'éducation nationale, portant à l'époque seulement sur 58 lycées, et dans d'autres organismes de formation. En 1971, la C2I lança un projet européen qui devait devenir en 1973 Unidata avec la C2I, Siemens et Philips. On retrouve déjà une configuration pas très lointaine de ce que vient de nous présenter Atos, pour une grande industrie informatique européenne, à l'instar de ce qu'allait devenir Airbus dans l'aéronautique. Chacun des 3 participants se chargeait de développer une partie de la nouvelle gamme d'ordinateurs compatibles. Et ce projet, malheureusement, est arrêté en 1974, la France s'en retirant unilatéralement, tandis que C2I et Honeywell fusionnent. Suit une période plus sombre dont on a vu quelques exemples dans les exposés de la journée, et donc disons que je vous ai compris. Et dans le courant des années 90, l'abandon des essais nucléaires montre aussi dans le Pacifique qu'on a besoin de calculs à haute performance, et donc cette constante demeure. Second lieu, sur les sujets de souveraineté, et simultanément, au-delà du nucléaire, les systèmes d'armes, comme les besoins relatifs à la sécurité, comprennent de plus en plus d'électronique, ce qui conduit à avoir besoin d'une offre nationale qui est portée par Thomson et CSF, puis après quelques avatars par Thales, ainsi que par Safran notamment et Airbus. Un peu plus tard, les marchés civils plus considérables apparaîtront comme des pilotes majeurs de la filière électronique, quitte à avoir des composants durcis pour les usages militaires. En troisième lieu, depuis Clausewitz, on sait qu'il faut tenir les hauteurs pour gagner la guerre, ce qui donne lieu à la concurrence américano-russe sur la conquête de l'espace dans les années 50 et 60, et un peu plus tard, au terme de la guerre des étoiles. La France est présente, et si le nucléaire avait pour grands ingénieurs Guillaumat et Giraud, et comme appareil le CEA, l'espace aura Curien et le CNES. En quatrième lieu, l'enjeu des nanotech apparaît vite crucial pour les composants, avec là aussi des enjeux de souveraineté. En 1988, la France a 2% du marché mondial et est en position de faiblesse. Les années 90 et 2000 verront Didier Lombard soutenir le développement de ST Microelectronics et une filière cohérente, non sans quelques succès. On arrivera jusqu'à 12% de part de marché mondial ou mieux vers les années 2000.
Durant toutes ces années figure déjà l'esquisse d'enjeux européens, avec des sorts variables. Échec d'Unidata, réussite de ADS, puis Airbus, et Thales, et Airbus et Thales correspondant grosso modo au Boeing et au Lockheed Martin européens, avec la France avec un pied franco-allemand et un pied franco-britannique. Bull connaît une période plus difficile dans les années 80-90, on l'a vu dans les exposés, et est consolidé un temps avec le soutien de France Télécom et puis un mécano industriel qui conduit à son rachat par Atos, situation actuelle. Ceci nous amène donc à la période actuelle et aux enjeux principaux que nous avons devant nous. Ces enjeux, citons-les quand même. Il y en a 7. Je n'ai pas parlé des infrastructures, j'aurais dû, mais comme vous l'avez dit, je considère que vous l'avez fait. La cybersécurité, les semi-conducteurs, le calcul à haute performance, l'espace, et puis dans les nouveaux, les big data et le cloud, le blockchain et l'intelligence artificielle, qui, eux, ne figuraient pas dans l'historique lointain. Sur la sécurité numérique d'abord, une typologie des sources de menaces que vous connaissez sans doute. La mule, c'est-à-dire l'opportuniste qui, un peu naïf, ne sait probablement pas qu'il sert et travaille pour des criminels ou pour d'autres à blanchir de l'argent. Le professionnel, qui est un criminel de carrière et qui travaille à des horaires de bureau tranquillement comme un employé, tout en se livrant à des activités répréhensibles. L'acteur étatique, parmi les plus dangereux parce qu'organisé. L'activiste, celui qui veut sauver le monde par des moyens qui sont quelquefois douteux. Le resquilleur, c'est l'adolescent boutonneux qui veut montrer qu'il est extrêmement bon et qu'il a réussi à hacker la CIA. Et puis le frustré, employé désillusionné ou furieux contre son organisation et ou victime d'un chantage et qui essaye de se venger. Et ces 6-là se servent de, en gros, une douzaine de types de menaces. Je ne vais pas tous vous les citer, vous les connaissez pour ceux qui sont les spécialistes de la chose. Et sinon, je renvoie aux excellents travaux de l'ANSSI et du SGDSN sur le sujet. Quel est ce marché de la cybersécurité et qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? D'abord que les États-Unis et Israël y sont fortement dominants. Ça apparaît assez clairement sur le tableau qui est là. Qu'il s'agisse de leur marché intérieur ou de leur marché extérieur, qui est particulièrement considérable dans le cas d'Israël. Mais s'agissant de la France, eh bien, il n'est tout de même pas complètement ridicule avec un marché de 5,7 milliards selon l'évaluation du COFIS, et puis un taux de croissance de 12%. Donc c'est quelque chose qui est clairement tout à fait porteur. Quant au marché mondial, eh bien, il double grosso modo en l'espace de 5 ans. L'offre française par rapport à ce marché ne le couvre pas complètement, mais est tout de même de 3,1 milliards, avec une croissance annuelle qui est un tout petit peu plus faible, à 10,4%. Et si on exclut les filiales étrangères, environ de 2 milliards. Ça correspond à 600 entreprises qui représentent 18 500 emplois et une croissance annuelle en emploi qui est de 7,4% par an. Donc là, on a aussi un problème de compétences qui ont été mentionnées par certains d'entre vous tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a comme stratégie en l'occurrence? Elle a 5 objectifs. Je ne vais pas détailler les 25 actions des 5 objectifs, mais au moins ceux-là. 1. Protéger les intérêts fondamentaux, défense et sécurité, des systèmes d'information de l'État, et puis des infrastructures critiques. Réponse à une crise informatique majeure. Deuxièmement, assurer la confiance numérique et donc protéger la vie privée et les données personnelles et lutter contre la cybermalveillance. Troisièmement, sensibiliser, ce qui passe par des formations initiales mais surtout continues un peu partout dans les entreprises et puis aussi auprès du grand public. Quatrièmement, l'environnement des entreprises du numérique avec une politique industrielle visant l'export et l'internationalisation, donc l'augmenter le potentiel de l'offre tel que je l'ai décrit. Et puis, cinquièmement, en Europe, d'avoir une souveraineté numérique et une stabilité du cyberespace, qui est un exercice hautement périlleux, comme je vais le montrer, mais qui néanmoins progresse régulièrement. Comment ça se traduit en termes opérationnels? La loi de programmation militaire ignorait jusqu'à l'avant-précédente la cybersécurité et en fait maintenant un axe absolument principal. Donc c'est quelque chose qui a émergé comme majeur. L'ANSSI, sorti du SGDSN, ou plus exactement un de ses spin-offs, avait 350 agents en 2013, qui était déjà beaucoup plus qu'au sein du SGDSN, et puis est passé à 600 en 2017, et avec un objectif qui doit être autour de 750, donc on est dans une croissance très forte, et avec quelques difficultés de recrutement aussi, parce que les intéressés sont chers sur le marché, mais en même temps une excellence assez reconnue.
La législation sur les organismes d'importance vitale qui s'est renforcée. La revue stratégique de cyberdéfense qui a été amorcée en février dernier et qui permet aux différentes administrations de l'État de travailler ensemble sous l'égide du SGDSN et associant l'Intérieur, la Justice, l'ANSSI, la DGE, ma propre boutique, la DGA et puis le ministère des Affaires étrangères. La mise en place d'un réseau thématique French Tech. En ce moment même se trouvent des World Awards à Lisbonne dans lequel il y a 19 entreprises de la French Tech, dont j'ai noté qu'il y en avait 3 sur la cybersécurité, donc ça produit tout de même quelque chose. France Numérique, ça c'est pour sa composante cybersécurité. Ça consiste à vouloir viser la totalité des quelques 3 millions d'entreprises françaises, y compris les TPE, donc de manière très large, via des opérations de conseil et qui ont été lancées tout à fait récemment, mais avec une composante sur la sécurité. Et puis la loi Pacte. Et ça, on évoque ce qui a été dit tout à l'heure ou à plusieurs reprises, c'est-à-dire que nous avons un tissu de start-up excellent et nous sommes devenus les premiers en Europe en nombre et serons les premiers en capitaux à horizon d'1 ou 2 ans si on reste sur cette tendance devant le Royaume-Uni. Mais elles sont rachetables ad nutum par des capitaux beaucoup plus importants, notamment aux États-Unis, sauf si on fait attention. Or, on fait attention sous plusieurs formes. Primo, on a créé le directeur général des entreprises est désormais chargé de la sécurité économique avec un rôle interministériel. Ceci date d'un décret du 28 septembre, donc c'est tout frais. La loi Pacte inclut la cybersécurité parmi les choses qu'on peut contrôler au titre de la défense, le décret classique en la matière, donc sur les contrôles des investissements étrangers. Ça ne serait pas suffisant parce que s'il existe en Europe simultanément 2 entreprises à peu près voisines, 2 start-up qui font à peu près la même chose, dont une excellente française et puis une excellente ailleurs en Europe, et que nous refusons de vendre la française, dans ce cas-là, un fonds étranger sera tenté d'acheter l'autre et de mettre beaucoup d'argent dessus jusqu'à ce que la française soit morte. Et donc le niveau de contrôle européen est aussi nécessaire. Il y avait des divergences franco-allemandes sur le sujet jusqu'en 2017, au moment où les Chinois ont commencé à racheter aux Allemands des choses un peu sensibles. Ils ont changé d'avis. Du coup, la Commission a changé d'avis aussi et fait une proposition en décembre 2017. Le Parlement l'a avalisée en juin et nous en sommes au trilogue Commission, Parlement et Conseil, en espérant que ce sera bouclé d'ici la fin de l'année. Donc ces choses-là avancent. Sur le niveau européen maintenant, puisque j'ai parlé surtout du français et puis du franco-européen, le règlement européen EIDAS qui date de septembre 2014, la directive sur le Network Information Security qui date de 2015, le règlement européen PDP, celui sur les partenariats privés-publics cyber, et puis la consolidation du marché européen unique du numérique, ce qui est assez cohérent avec ce que nous avons entendu tout à l'heure, notamment d'Atos, sur les besoins de partage, en l'occurrence, et d'un marché qui soit uniforme et avec une taille suffisante. Et enfin, le paquet cybersécurité de la Commission du 13 septembre 2017, qui n'est peut-être pas un modèle d'inventivité, mais qui néanmoins a le mérite d'exister, et qui porte sur la R&D, sur les compétences cyber de l'Union, sur le renforcement du rôle de l'ENISA, sur la certification, sur la réponse aux crises cyber de manière coordonnée entre les États membres, et puis des précisions sur la directive NIS. Mais il n'y a toujours pas de palantir européen pour traiter des masses de données non structurées de manière massive. Et donc nous avons toujours recours à ce genre de choses au sein de l'ANSSI, ce que le directeur général de l'ANSSI déplorait récemment au Sénat. Je partage son souci. Et je passe ceci pour dire que donc tout n'est pas parfait, mais qu'en même temps les choses avancent. Les semi-conducteurs et les nanotech. Alors d'abord c'est un marché qui est cyclique, mais qui est en croissance forte au cours des 40 dernières années même, et avec 3 sources. Les premières qui ont été l'explosion de l'informatique et du numérique, deuxième qui est de remplacer la capacité à remplacer les technologies traditionnelles, et puis la troisième qui est la plus croissante en ce moment sur les filières industrielles et la diffusion. Et là, je rejoins également ce qui a été dit par Hubert Tardieu sur le sujet. C'est clairement un enjeu absolument crucial. Un effet qui a été très bien présenté dans la première table ronde, c'est la miniaturisation et ses conséquences industrielles, ce qui prouve qu'on a d'une part un nombre considérable de solutions qui se multiplient jusqu'aux 14 nanomètres, voire infra, puisque techniquement, on peut en même être à 7.
Et l'effet simultané sur le nombre d'entreprises, lui, est inverse. Il y a 20 ans, nous avions pas moins de 20 opérateurs majeurs dans le monde. Nous en avons 4 aujourd'hui qui savent faire du 14 nanomètres. Et sur le 28 nanomètres, eh bien, nous sommes encore là. Le sujet avec ST Microelectronics, donc mettons 5. La nuance que j'apporterai peut-être par rapport à la première table ronde, c'est que certes, on continue à baisser, mais que les avantages économiques qu'on a à faire plus petit sont de moins en moins tangibles. C'est-à-dire que les coûts deviennent tellement colossaux que, disons qu'autour du 28 nanomètres, on peut encore exister. Le calcul à haute performance, maintenant, ça a été très bien dit également par Atos, c'est un enjeu de souveraineté sur le nucléaire, on l'a mentionné, sur la cryptographie également. C'est un enjeu économique absolument majeur avec l'explosion des big data et de l'Internet des objets, et donc des besoins de capacité de traitement pour l'intelligence artificielle, aussi pour la météo, pour des simulations par métier dans l'aéro, dans l'automobile, etc. Et c'est un marché qui croît à environ 12,5% par an. Atos est le dernier acteur européen qui soit un grand garçon sur la place mondiale en l'occurrence, et donc un besoin de soutenir son existence, ce qui se fait avec des programmes de co-développement avec la dame du CEA, et donc aussi une question récurrente de l'achat public. J'ai entendu à des déjeuners quelques critiques sur la cohérence de l'État en la matière. Disons que je partage, au moins dans le passé, cette forme de critique. Quelquefois, le CNRS a acheté beaucoup sans se préoccuper de l'offre française, ce qui, d'un point de vue simplement de prix, pouvait éventuellement se concevoir, mais qui posait quand même des questions de stratégie sérieuses. J'ose espérer que son nouveau directeur général venant de l'INRIA sera plus sensible que l'un de ses prédécesseurs à ce sujet. L'industrie Union européenne fournit 5% des besoins de calcul intensifs, alors qu'elle en consomme environ un tiers. Donc, ceci pour dire qu'il y a des marges de progrès et que par conséquent, nous avons encore des efforts à faire sur la partie diffusion en la matière. Enfin, quand on regarde la concurrence internationale, eh bien, qu'il s'agisse des États-Unis, du Japon ou de la Chine, c'est une industrie qui est soutenue. En termes de soutien à la R&D, par exemple, en 2017, les États-Unis ont mis plusieurs centaines de millions de dollars sur un consortium AMD, Cray, HPE, IBM, Intel et Nvidia pour des sujets exascale. Mais l'Europe n'est pas non plus absente sur le sujet, puisque depuis 2016, on a l'instrument dédié sur le High Performance Computing, d'une part, la coopération IPCEI-HPC, donc c'est les grands programmes sur le HPC. Et puis, pour Exascale, Euro-HPC, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'après 2 ans et demi de négociations âpres et compliquées, nous avons signé le 28 septembre un accord qui porte sur 5 milliards et sur 10 ans. Et donc, nous ne sommes pas ridicules par rapport aux enjeux que mettent en face les autres grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine. Du moins, ça, c'est des questions d'argent. Les questions de compétences, eh bien, j'ose espérer qu'il y a quand même aussi des ingénieurs de très bonne qualité et des chercheurs aussi. Et donc, on pourra y arriver. Le quantique, ça fait au moins 10 ans qu'on m'explique que le quantique, c'est vraiment l'avenir et que c'est extraordinaire. Je veux bien le croire. La Commission le croit, puisqu'on met de l'argent dessus. Ça permet effectivement, théoriquement, des solutions tout à fait admirables. On est quand même un petit peu loin encore de la réalisation concrète. Mais disons que dans le cadre des efforts qui sont mis en œuvre, y compris dans le programme Horizon Europe 2021-2027, il y a de l'argent là-dessus sur la partie innovation de rupture. Sur l'espace, alors là, c'est Clausewitz, donc c'est une activité qui est dans le monde essentiellement régalienne et qui est soutenue par des fonds publics un peu partout de manière massive. L'Europe est là-dedans celle qui est la plus commerciale et celle pour laquelle il y a à peu près 50% de ses ressources sont des ressources commerciales, alors que c'est beaucoup moins dans d'autres pays. Mais à côté de ce paysage qui était ancien, il y a tout de même le New Space qui est tiré par 2 acteurs majeurs, c'est-à-dire Elon Musk avec SpaceX et puis Blue Origin avec Jeff Bezos. Et donc un vrai changement
porté aussi par le fait que le monopole, ou l'oligopole de fait qui a été créé par les GAFAM et leur donne des capitalisations colossales, permet aussi de dégager des marges de manœuvre tout à fait inconnues jusqu'à présent. Si on regarde en 2017, la somme de la R&D faite par les GAFAM plus Intel, ça fait 84 milliards de dollars. C'est-à-dire quelque chose qui devient comparable à l'effort fédéral des États-Unis, qui doit être de l'ordre de 140, ou à l'effort des États membres plus de l'Union, qui était également du même ordre de grandeur. Donc quelque chose qui est tout à fait nouveau en termes d'ampleur. Alors, l'Europe n'est pas absente. Elle met d'ailleurs dans son programme futur 16 milliards d'euros, ce qui est tout de même beaucoup sur le sujet. Et puis, une préoccupation sur les marchés aval, c'est-à-dire développer les applications qui ne soient pas uniquement militaires en l'occurrence, qui sont évidemment importantes. Et enfin, un effet Brexit qui nous ennuie plutôt, où les Britanniques expliquent qu'ils vont faire tout seuls. On leur souhaite bien du plaisir compte tenu des ordres de grandeur en cause. Un petit dessin tout de même pour vous montrer ça. Les États-Unis, c'est ce qui est en bleu. Ce qui est en rouge, c'est l'Europe. Alors, en pointillé, vous avez l'Union européenne si on agrégeait tout. Et puis, en fait, vous avez la France, l'Allemagne et puis le Royaume-Uni et l'Italie qui sont les quatre principaux. Et l'Union européenne en tant que telle, qui est le rond en haut avec 2 milliards. La Chine qui est en croissance très rapide. Le Japon qui se maintient, la Russie aussi. Et des nouveaux entrants. L'Inde qui fait des choses avec les microsatellites, et puis une myriade de nouveaux entrants, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et quelques autres. Il y a même l'Argentine qui se lance dans ce genre de choses et donc veulent exister. Et donc par rapport à un paysage qui était extrêmement concentré en un très petit nombre d'acteurs, on a maintenant une myriade de plus petits pays qui interviennent. Et quant à la partie privée, eh bien ma foi, SpaceX a commencé par échouer, a réussi à partir de 2008 et a eu un gros contrat de la NASA à ce moment-là. Et depuis, prospère, progresse et finalement a pris des parts de marché à Arianespace pour la première fois en 2016. Donc on a un concurrent sérieux de ce point de vue-là, sous la réserve que M. Musk n'ait pas trop d'ennuis avec Tesla et avec les marchés financiers d'autre part et ses annonces bizarres qui pourraient un peu fragiliser l'ensemble de l'édifice. À côté de lui, qui est flamboyant, il y en a un qui est moins flamboyant, mais qui est peut-être encore plus successful et solide, qui est Jeff Bezos, qui n'a pas seulement Amazon pour s'occuper, mais également Blue Origin, et qui, lui aussi, progresse depuis, il s'est pris un peu plus tard, mais il a des solutions intéressantes qui se développent. Et donc un enjeu majeur sur le changement de modèle pour les Européens. Sur le big data et les clouds, eh bien, ma foi, on en a déjà beaucoup parlé. Mentionnons seulement que pour les États-Unis, alors d'abord il y a la période bénie, mais qui n'a pas duré longtemps, c'est la Convention de Budapest de 2001 sur l'entraide judiciaire internationale qui dit tout le monde est ami de tout le monde et on se parlera quand c'est nécessaire. Et puis ça ne dure pas très longtemps, avec le 11 septembre, aussitôt après le Patriot Act renoué et complété en 2006 et en 2011, donne accès au FBI aux bases de données personnelles des fournisseurs d'accès Internet et des opérateurs privés sans avoir besoin d'aucune commission rogatoire. Le Cloud Act, quant à lui, renforce la chose en disant de manière tout à fait cynique, eh bien, les forces de l'ordre des États-Unis ont accès aux données personnelles sans que l'intéressé en soit informé. Ça, c'est assez normal si on estime qu'il est terroriste. Mais son pays non plus, ni le pays où sont stockées ces données. Et donc là, on a un vrai enjeu tout à fait massif devant nous. Avec un impact sur l'extraterritorialité du droit, sur les enjeux géopolitiques majeurs. On voit ça en ce moment sur l'Iran depuis lundi, où potentiellement, la théorie aujourd'hui, c'est si vous négociez en dollars, vous passez sous les fourches codines de la justice américaine partout dans le monde, ce qui en soi est déjà très contraignant. Les plus extrêmes de la chose disent si lors d'une négociation vous avez émis un mail qui a transité par les États-Unis, ce qui est fondamentalement ne peut pas ne pas manquer d'arriver, vous passez aussi sous les fourches codines de la justice américaine. Et dans ce cas-là, ça veut dire que de facto le droit américain s'applique partout de manière extraterritoriale, ce qui va bien entendu donner lieu à des contre-réactions brutales. La Chine. Bon, je ne vais pas passer rapidement, mais simplement disons qu'elle a elle aussi une action qui est forte en la matière. Et quant à l'Union européenne, eh bien, il y a des gens qui espèrent un Cloud Act de l'Union européenne, mais pour le moment, on n'y est pas.
Et sur le sujet, c'est probablement celui sur lequel je suis le plus mal à l'aise pour parler de succès. Et d'ailleurs, on l'a bien vu aussi dans la table ronde précédente. D'abord, en termes de marché, les entreprises font l'objet d'une injonction contradictoire qui est entre la performance et la sécurité. Il faut être sur le cloud si vous voulez être performant, mais en même temps, vous risquez tous les ennuis qu'on vous a décrits. Et du coup, il y a 19% des entreprises européennes qui utilisent le cloud, mais 46 de ces 19% pensent qu'ils peuvent avoir des soucis de sécurité, et 39% de ceux qui ne l'utilisent pas ne le font pas justement à cause des questions de sécurité. La France, dans cette histoire, se trouve ici, c'est-à-dire très bas dans les usages, et par conséquent, nous avons un problème où nous sommes certes prudents, mais du coup, pas assez investis sur le sujet. Alors, l'État fait beaucoup de choses. Je laisserai cette présentation en libre accès pour ceux qui voudront le lire. Disons que après 2 échecs qui ont été sur le cloud souverain, la théorie était reformulée en juillet 2018 avec une stratégie qui prévoit un cloud interne pour les sujets fondamentalement régaliens, un cloud dédié pour d'autres sujets pilotés par l'ANSSI ou certifiés par l'ANSSI pour ce qui a besoin de sécurité forte, et puis un cloud externe qui est plus souple pour tous usages sans contraintes particulières. Je ne détaille pas, disons que c'est là-dessus un des sujets sur lesquels nous avons le plus de progrès à faire. Et aussi, l'État a souvent méprisé les initiatives privées de ceux qui ne faisaient pas partie du sérail, et notamment le patron d'OVH, qui pourtant est un homme remarquable. L'État a changé d'avis. Il a mis un peu de temps, mais enfin, mettons que c'est fait. Les blockchains. Par nature, une disruption concernant des fonctions souveraines. Pourquoi? La création monétaire peut être faite par les cryptoactifs de manière massive, et donc qui ne sont pas régulés, mais ça c'est un enjeu fondamentalement régalien. La capacité à lever l'impôt, si vous faites des échanges qui sont non traçables par quiconque, il n'y a pas besoin de payer de TVA, et donc vous supprimez potentiellement une des ressources principales des États. La substituabilité au mode d'authentification des transactions, alors là pour le coup c'est plutôt des aspects positifs sur tout ce qu'on peut faire en l'occurrence. Et puis la lutte contre les activités criminelles via des contrôles des flux financiers qui est rendu plus ardu. Donc ça c'est toutes les menaces qui touchent à la souveraineté. Par contre, il y a aussi un potentiel économique qui est très important, et puis en termes de capital risque, une domination qui est considérable des États-Unis actuellement, et donc des progrès qui sont à faire et qui sont encore à venir. Je vais presque terminer. Sur l'intelligence artificielle, bon, les applications sont innombrables, ça c'est bien connu. Il y a une effervescence dans les années 80, une retombée qu'on vous a décrite, et puis une remontée depuis 2013, et des ambitions fébriles soutenues par chacun des gouvernements des grandes puissances, aux États-Unis d'abord, en Chine et en Europe ensuite. Sur la Chine, que je mets d'abord en premier, et peut-être cela vous étonnera-t-il, mais d'abord les marchés de l'intelligence artificielle doivent croître de 173 millions de dollars en 2015 à 1,3 milliard en 2020, mais surtout le plan annoncé par M. Xi Jinping récemment prévoit 150 milliards en 2030 et de se trouver en leader mondial. Avec le raisonnement sur les statistiques, nous avons 800 millions d'internautes, nous avons les données les plus considérables, et donc nous arriverons plus vite que les autres. Ça porte sur un soutien en capital et en orientation des marchés, que les gouvernements locaux soient incités à créer des plans locaux et à développer des centres de R&D, y compris des gouvernements dans des régions un peu extra-centrées. Xiantian, par exemple, a investi 2 milliards de dollars là-dessus, ce qui est quand même des sommes considérables. De s'appuyer sur la taille du marché intérieur, c'est ce que je viens de dire, de rapatrier en Chine les chercheurs aux États-Unis qui ont des liens avec la Chine, sachant que 43% des parutions de top niveau en matière d'intelligence artificielle comportent un signataire chinois quelque part, c'est un enjeu évidemment considérable. Et puis un plan de 15 ans qui date de 2016, donc un peu avant, sur le projet chinois du cerveau pour la partie santé, visant à la fois à traiter les pathologies, mais également à améliorer les sciences cognitives en la matière. Donc un plan absolument colossal. Et en 2017, 15,2 milliards investis dans les startups en Chine, donc à l'échelle mondiale, pardon, dont 48% en Chine. Les États-Unis, eh bien, ils sont donc derrière.
au moins en ce qui concerne les flux d'investissement dans les startups. C'est les courbes rouges pour la Chine et les États-Unis qui sont là. Et en même temps, ils mènent encore la course en tête sur la R&D, publique puis privée, avec 2 milliards de dollars pour la DARPA sur 5 ans décidés en 2018. Et puis surtout les investissements lourds des GAFAM sur le sujet, Amazon avec Alexa, Google et Facebook, par la R&D interne, mais surtout par des achats et des fonds et des achats. Qu'est-ce que fait la France et l'Europe pour ça? Le plan français du 29 mars 2018, post-rapport Villani, il a 4 axes, c'est-à-dire les écosystèmes de l'intelligence artificielle sur les talents et les réseaux de R&D, l'ouverture des données en faveur des startups, le financement de projets français et européens sur les transports et la santé en termes de priorité, et puis les sujets éthiques. J'ai oublié de mentionner qu'en termes de menaces, il y a un enjeu démocratique qui est tout de même absolument fondamental. Cambridge Analytica a été pour quelque chose dans le Brexit et a été pour quelque chose dans l'élection de Trump. Ceci pour dire que la façon dont peuvent se dérouler les élections pilotées par un petit nombre de gens devient un sujet absolument majeur. Et ce n'est pas étranger au fait que nous voyons depuis maintenant 6 ou 7 ans des puissances autoritaires surgir un peu partout dans le monde. J'ai presque terminé. Et le dernier point, c'est que la Commission, le 28 avril, a annoncé un soutien en 3 points à ce qui est fait en ce qui nous concerne par rapport aux 6 axes qui étaient faits par la France. Alors, je vais juste un mot sur les conclusions. D'abord, la première chose, c'est que dans les années 50, pour être une grande puissance, il fallait être une puissance nucléaire. Maintenant, il est clair que le numérique, il faut être une puissance numérique. La deuxième, c'est qu'en termes d'objectifs, il faut à la fois des objectifs défensifs sur les sujets de souveraineté, mais aussi ceux en faveur de la prospérité de la nation sur les différents fronts qui sont mentionnés, faute de quoi on perd une guerre économique et on n'aura pas les moyens de défendre le reste. Et puis quant aux moyens, il y a un aspect juridique avec des évolutions rapides que je vous ai mentionnées. Il y a un besoin d'organismes dédiés, de moyens en R&D et en compétences, publics, toujours le CEA avec le LETI et puis Bruyères-le-Châtel, l'INRIA, une évolution possible des objectifs du CNRS, et puis au niveau européen, Horizon 2020 et Horizon Europe. Des moyens privés, le renforcement du CIR a aidé à cela. Des ressources humaines, donc les grandes écoles et universités sur lesquelles la part de jeunes gens brillants qui s'y orientent deviennent de plus en plus excellentes et nombreuses. Un besoin de coordination, donc les filières industrielles, les pôles de compétitivité, les IRT et les incubateurs qui font un ensemble un peu cohérent en l'occurrence. La nécessité de prise de conscience par le grand public des enjeux. S'il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de politique publique qui soit possible ou qui soit soutenable. Et donc, il faut expliquer ce dont il s'agit encore et encore. Et puis, un besoin d'action sur l'éthique à 3 échelles, française, Union européenne et monde, compte tenu de tout ce qu'on peut faire, notamment avec l'intelligence artificielle. Voilà. Il faut un besoin de couplage, enfin, entre stratégie nationale et stratégie européenne, et donc de doctrine. Si on n'a pas cela, il faut à la fois maintenir une capacité nationale forte, sinon nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et puis, ceux qui espèrent qu'un repli national serait la solution pour nous protéger sont absolument sûrs de nous mettre sous la coupe de puissances extérieures à l'Union. Et cela, il faut le répéter également. En conclusion, eh bien, Sun Tzu, dans l'art de la guerre, explique qu'il faut connaître le fort et le faible tant que ceux qu'on aura confiés à vos soins que les ennemis que vous aurez à combattre. Et c'est grâce à cela qu'on parvient à rester indépendant, faute de quoi on se condamne à la servitude. C'est ce que je ne nous souhaite pas et par conséquent ce sur quoi j'espère que l'Institut Bull continuera à procurer les bonnes idées pour que nous avancions dans le sens de la liberté. Merci Grégoire de ce panorama à la fois sur les enjeux, les forces, les faiblesses et puis les différents acteurs au niveau mondial, français et européen, et puis surtout les initiatives quand même qui vont dans le bon sens, entre guillemets. Alors on va peut-être récupérer le deuxième micro. Merci.
Donc je voyais les différents intervenants autour de la table ronde réagir à tes différents slides en fait. Et donc on va un peu essayer de voir par rapport d'abord un peu aux points faibles entre guillemets, c'est-à-dire et comment être défensif et puis essayer de combler ces points faibles en fait, hein, par rapport aux enjeux de souveraineté et de puissance. Et donc on va commencer à faire un peu un panorama par rapport à ça de réaction. Je vais transmettre d'abord la parole à Sophie. Merci. Donc, je travaille au ministère de l'Intérieur et plus précisément, je travaille depuis quelque temps sur la normalisation numérique. Je ne résiste pas à l'envie de dire que je suis très impressionnée de rencontrer Monsieur Tardieu qui a créé la méthode Meurize, parce que je dois avoir été choisie pour la normalisation numérique au ministère, parce que je suis un des rares directeurs de programme de ce ministère à avoir donc dirigé un programme qui non seulement n'a pas échoué, mais a cru et embelli, et tout cela parce que j'avais lu la méthode Meurize, ce qui étonnait beaucoup autour de moi. Voilà, donc cette parenthèse achevée. Ma vision du sujet, donc de la sécurité, souveraineté, puissance, je la présenterai essentiellement sous l'angle de la normalisation numérique. Bon, on sait que le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de la Sécurité, c'est pas la peine d'épiloguer là-dessus. À ce titre, il a des soucis communs avec le ministère de la Défense. Et dans la table ronde précédente, les intervenants ont évoqué la difficulté à faire percoler les préoccupations du numérique, le souci du numérique dans les entreprises. Que dire de ce qui se passe dans les administrations et dans des administrations aussi anciennes, aussi cristallisées que le ministère de l'Intérieur? Alors, le numérique, on est bien conscient que c'est un outil exceptionnel. Alors, ce qui déconcerte toujours un petit peu, c'est que c'est un outil qui nous oblige à travailler en transverse. Et si, comme M. Postelvinet l'a dit très justement, on a l'habitude de travailler en France en transverse entre plusieurs administrations, les sociologues institutionnels, s'il y en a dans la salle, savent aussi que c'est beaucoup plus facile de travailler en coordination quand on est dans des institutions différentes que de travailler en coordination quand on est au sein de la même institution. Et de ce point de vue, je reprendrai la parole de l'Ecclésiaste. Au ministère de l'Intérieur, il y a plusieurs maisons dans la maison du Père. Et un de nos efforts, c'est vraiment de faire travailler ensemble sur le numérique nos amis de la police, de la police, des gendarmes, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, et puis ce qu'on appelle l'administration civile du ministère de l'Intérieur, disons pour faire simple, le corps préfectoral. Donc le premier défi cognitif que nous rencontrons, c'est cette obligation de travailler de façon transverse et de travailler tous ensemble sur les sujets numériques. L'autre élément qui peut nous laisser aussi un petit peu perplexes, et je terminerai là-dessus pour la sécurité, c'est que le numérique, c'est bien sûr, comme chacun sait, un outil paradoxal. Alors on sait ça depuis longtemps avec les armes à feu, hein, c'est à la fois le glaive et le bouclier, mais par moments on se dit que le côté obscur de la force est parfois bien proche du côté lumineux de la force. À telle enseigne qu'en travaillant avec nos amis de la NSSI, on se trouve parfois à... Comment le dire? Comment le formuler? Enfin, le plus simplement possible, à employer des hackers, mais disons pour la bonne cause, pour s'assurer de la résistance de nos propres défenses, et puis aussi pour faire des tas d'autres choses. Nous sommes très créatifs, comme vous le savez. Gérard, sur un peu les aspects technologiques et les aspects forces et faiblesses. Pour moi, ce n'est pas des aspects technologiques qui sont les plus importants, c'est les aspects culturels. Je pense qu'en France, on a un très gros problème historique, c'est d'avoir refusé l'informatique, que j'appellerais informatique et pas numérique dans le cas précis. Et par exemple, j'entendais Sophie dire l'outil. Le problème, il est là. Quand on parle de l'outil, on se met en position de dominer par ceux qui fabriquent l'outil. C'est un choix que nous avons fait pendant longtemps. Par exemple, dans l'enseignement, on disait qu'il n'y avait pas besoin d'enseigner l'informatique parce qu'il suffit d'apprendre à s'en servir.
Alors ça, c'est un moyen de se placer en esclave de ce qui est fabriqué ailleurs. Hein. D'ailleurs, nous ne fabriquons pas grand-chose dans le domaine, pour être honnête. Et ça marche très très bien. Et il est symptomatique que moi j'ai fait le premier rapport sur l'enseignement avec Maurice Niva en 1983. On a fait le deuxième de l'Académie des sciences en 2013. Vous les lisez, ils sont identiques. Hein, ça n'a pas bougé d'un millimètre. Avec quand même une différence, c'est qu'on a décidé de supprimer l'enseignement d'informatique qui existait en 1997, soit au moment de l'explosion d'Internet. C'est une belle préscience. Bon. Alors donc, parler d'outils est extrêmement dangereux. C'est pas du tout ce que font les GAFA. Ils parlent absolument pas d'outils. Ils parlent de la culture moderne. Ils parlent de la pensée numérique. Ils parlent pas de la pensée informatique. Ils parlent pas de l'outil. D'accord? Parce qu'ils savent l'outil, c'est ce qu'ils vendent. Mais c'est pas comme ça qu'ils le font. Et je pense qu'on a cette tendance en France depuis toujours à voir ça en tant qu'outil. C'est pour ça que nous ne sommes pas acteurs réels de la fabrication, sauf dans certains domaines comme la recherche, où nous sommes très très bien placés sur le plan mondial, et la recherche européenne d'ailleurs est tout à fait bien placée. Alors, je voudrais revenir maintenant sur... Bon, j'explique beaucoup ça dans mon bouquin « L'hyperpuissance de l'informatique », et je voudrais revenir sur d'autres trucs que j'y explique. Bon, alors si on se met pas dans la position mentale du créateur, mais dans la position mentale du consommateur, on est sûr de perdre. Là, il faut comprendre la position mentale du créateur. Par exemple, qu'est-ce que c'est que Uber? Pour simplifier, Uber, c'est quelqu'un qui a compris que pour transporter les gens en voiture, il fallait surtout pas avoir des voitures. Il fallait avoir l'information de qui va ou quand. Et un taxi, il a du mal à comprendre ça. Maintenant, j'essaie de le faire, hein, parce que pour lui, c'est la voiture, l'investissement. C'est pas le réseau d'information. Voilà. Donc, maintenant, je voudrais revenir sur deux points. Un point technique qui est les circuits. Donc on n'en est pas du tout à 14 nanomètres, on en est à 7. Le circuit de l'A12 de Apple qui est dans le commerce, c'est un circuit de 9 milliards de transistors, 7 nanomètres. En Europe, on n'a plus personne capable de faire ça depuis longtemps. On a donc 3 générations en dessous, on est ST est à 28, ça fait 4, ça fait 16, puisqu'il faut élever au carré pour les circuits. C'est pas les seuls. AMD a abandonné, n'a pas réussi à Global Foundries a abandonné le 7 nanomètres, n'y réussissant pas. Et il n'y aura pas d'acteurs nouveaux parce que si vous regardez à l'heure actuelle, les 5 nanomètres est en réalisation. On dit que la loi de Moore s'arrête, mais il y a un autre roadmap qui s'appelle More Than Moore, qui est intéressant à lire. Et le 3 nanomètres est en hésitation. Mais le prix de l'usine à l'heure actuelle, c'est entre 20 et 30 milliards de dollars. Donc, il n'y a plus personne qui peut se payer ça. C'est simple. C'est beaucoup plus cher que 3 Flamanville avec les dépassements. Bon, voilà. C'est l'industrie la plus lourde du monde pour fabriquer l'instrument le plus léger. Donc, on a un problème évident et qui n'est probablement pas soluble de dépendance là-dessus. Il faut s'y faire. Il ne faut pas faire semblant qu'on va savoir faire autrement facilement. Par contre, c'est un bonheur pour la recherche parce qu'enfin, on peut faire autre chose que le silicium et que les architectures de microprocesseurs classiques. Bon. Alors en Europe, on avait quand même une boîte leader mondiale dans l'architecture des ordinateurs qui est ARM, mais elle est anglaise, donc on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Voilà. Le deuxième, c'est la sécurité. Alors la sécurité, on en parle toujours comme un problème bureaucratique et administratif d'organisation. Certes, c'est très important. Il y a 2 problèmes majeurs dans la sécurité, il y en a 3. Le premier, c'est les utilisateurs. C'est sûr que quand on met son nom comme mot de passe ou des trucs comme ça, c'est assez grave, mais c'est fait à très grande échelle dans l'industrie. C'est fait à très grande échelle dans l'industrie, c'est-à-dire que la plupart des instruments vendus dans le commerce ont comme utilisateur admin et mot de passe admin, ce qui fait que les gens qui recrutent des milliers de caméras ou de machines à laver sur Internet pour faire des attaques, ils font juste ce qu'il y a marqué dans la doc, taper admin admin. Donc l'industrie n'est absolument pas au courant de ça. J'ai vu les virus NotPetya et WannaCry agir en Angleterre. J'étais en Angleterre, j'ai vu un hôpital se faire évacuer de tous ses patients. On parle des vols de données. C'est pas dans les vols de données uniquement que ça se passe. C'est par exemple l'attaque du réseau électrique en Ukraine. C'est de montrer que les voitures haut de gamme des constructeurs allemands, plus elles sont chères, plus elles sont faciles à ouvrir. Vous pouvez vous renseigner là-dessus, c'est extrêmement clair. Les pacemakers ont été analysés récemment et les pacemakers, on y a trouvé des milliers de trous de sécurité évidents.
Donc, on n'en parle jamais de ça. Je pense que les attaques sur les réseaux électriques, les attaques sur les villes, si vous voulez faire du bonheur dans une ville, vous mettez les feux rouges en panique. C'est tout à fait dangereux. Alors, il y a des choses dont on ne parle pas, mais je vais aller assez vite là-dessus. Mais elles sont centrales. Je fais un cours sur la sécurité, les aspects scientifiques de la sécurité informatique le 13 février au Collège de France, et il y aura Guillaume Poupard, donc directeur général de l'ANSSI, extrêmement compétent, qui viendra nous raconter sa vue des choses. La sécurité, c'est un problème technique massif et un problème scientifique non résolu. Hein, par exemple, alors il y a des légendes qui courent. Alors ce matin, il y a un truc très intéressant qui est paru. Je vous conseille de le regarder. Si vous avez un iPhone, vous êtes en train de passer à iOS 12.1. Eh bien, Apple est très clair là-dessus. Il donne un fichier disant voilà quels sont les trous de sécurité qui ont été corrigés. Lisez ce fichier. Donc, il y en a tous les ans, hein, même pas tous les ans, beaucoup plus que ça. Et vous allez trouver dedans 30 trous de sécurité très simples, complètement techniques, pas du tout bureaucratiques, disant par exemple, ben oui, dans ce petit bout de programme-là qui faisait de la vidéo, eh bien, il y avait un débordement de mémoire pas contrôlé qui faisait qu'un attaquant pouvait prendre le pouvoir sur votre téléphone et toutes vos données et tout ça. Okay, et ça, il y en a des dizaines et des dizaines hein, partout. Et ça, c'est pas... Malheureusement, c'est des trucs qu'on achète. Hein, donc, on est dépendant. Donc, après, il y a des légendes qu'il y a moins de failles de sécurité dans Linux que dans Windows, ce qui n'est pas vrai. Dans Windows que dans Apple, c'est pas vrai. Ils sont tous plein de trous. Et pourquoi? Parce que c'est très dur à faire. Le problème numéro 1 de la sécurité, ça reste la mauvaise qualité des logiciels et des sites web. On a pris l'habitude de travailler de façon très peu sûre. Par exemple, dans l'automobile, il y a absolument... Dans les pacemakers, par exemple, les médecins ne savent pas qu'il y a du logiciel dans le pacemaker. Sur les médicaments, il y a des contraintes extrêmement dures pour mettre sur le marché un médicament. Sur les pacemakers, il n'y a rien. Zéro. Il n'y a même pas de vérification par qui que ce soit. Sur les voitures, c'est pareil. Donc ça, c'est des choses dont on ne parle jamais. Ça me sidère parce que, je veux dire, c'est par là que les pirates rentrent. C'est par les trous des logiciels. Évidemment, si on a un mot de passe débile, bon. Et donc, moi, j'avais écrit une chronique dans les Échos à propos des virus NotPetya et WannaCry, où j'avais lu dans les Échos, ils avaient un grand article sur la première page, 300 000 victimes de WannaCry. Et moi, j'avais fait un article disant 300 000 autruches. L'autruche et le rançonneur, ça s'appelait. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont sous XP. Et ben oui, quand on tend les fesses, l'autruche, elle met la tête dans le trou. Quand elle a un danger, elle met la tête dans le trou, elle lève les fesses. Hein, donc c'est un moyen de prendre les coups de pied au cul sans même savoir d'où ils viennent. C'est très efficace. Et on atteint des niveaux d'ignorance culturelle qui sont extrêmement grands. La police de Londres, après WannaCry, a décidé, qui était entièrement sous Windows XP, a décidé, qui avait été prévenu quand même depuis 10 ans par Microsoft que c'était complètement con, a décidé de passer de XP à Vista, ce qui était quand même un move de première force. Donc la première chose, c'est l'ignorance. Hein. Et malheureusement, c'est pas encore fini. Je viens de terminer, et ils sont sur le web depuis hier, avec tout un groupe. Je copilotais ça avec un inspecteur général, Laurent Chéneau, qui est très compétent. Les programmes du lycée d'informatique. Ah non, ça s'appelle pas informatique. Mot tabou et interdit. Ça s'appelle sciences numériques et technologie. Je sais pas qui a inventé ce titre-là, mais on n'a pas le droit de prononcer le mot informatique. Hein, c'est un mot interdit. Voilà. Donc, non, le problème de culture est très, très élevé. Moi, je vais très souvent parler à des médecins en ce moment qui savent absolument pas qu'il y a de l'informatique plein leurs appareils, qu'ils en mettent dans le corps des gens, que les pompes à insuline sont complètement pleines de trous de sécurité, les pacemakers aussi. On est à un niveau de culture très faible. Et ça, c'est un véritable problème. Et tant qu'on considérera que l'informatique est un outil, on restera à ce niveau de culture. Il n'y a aucun moyen de s'en échapper si on n'essaie pas de comprendre ce que c'est. Ce que c'est. Et ça, c'est vraiment critique. Donc, on ne peut pas traiter un problème qui a des racines sans connaître ses racines. Merci. Bon, ben j'ai bien du mal à renchérir sur l'angoisse née des intervenants précédents.
Pourtant, ce serait mon rôle en tant qu'ancien patron du SSSI, qui est devenu l'ANSSI aujourd'hui. Je peux renchérir quand même sur l'affaire des vulnérabilités médicales. Denis Le Bihan est toujours là. Il parlait tout à l'heure des informations sur les scanners, sur les IRM, etc. Mais j'ai eu la preuve que, effectivement, par le fonctionnaire de la sécurité des systèmes d'information du service de santé, du ministère des Santé, que un certain nombre, enfin toutes les, je ne vais pas donner la marque des scanners, mais ont un système de maintenance qui ont toutes le même mot de passe d'origine et sur lequel figurent toutes les informations des patients. Simple. Bon, pour les pacemakers, bien entendu, si ça commence à se savoir, c'est vrai que ça serait quand même un peu gênant si une attaque massive faisait décéder d'un seul coup 500 ou 1000 porteurs de pacemakers. Mais je reviens au début quand même de cette table ronde qui était consacrée à la souveraineté. Pour moi, la souveraineté, que ce soit au niveau d'un individu ou d'un État, c'est à peu près la même chose, c'est essayer de conserver sa liberté d'action. Pour un État, la liberté d'action, c'est d'abord d'avoir un système d'information hors de tout soupçon. Or ça, c'est vraiment très difficile aujourd'hui de l'avoir. On réussit avec des industriels spécialisés dans la sécurité, comme Thales par exemple, à faire quelques boîtes noires. Mais même ces boîtes noires extrêmement robustes vis-à-vis des attaques sont construites souvent à partir d'éléments qui ne sont absolument pas fiables. On fait de plus en plus appel à des composants achetés n'importe où. Et l'objectif aujourd'hui pour quelqu'un qui fabrique, qui construit un système sécurisé, c'est d'essayer de construire une forteresse sur un terrain miné, truffé de labyrinthes, avec des briques qui s'effritent et des poutres pleines de termites. Eh bien, bon courage. Alors, tout ça, on arrive à le faire, mais ça demande un effort colossal. Et c'est surtout l'art de l'architecture, en fait, de ces matériels, qui réussit quand même à nous fournir ce qu'on appelle des chiffreurs IP, par exemple, les chiffreurs Internet, qui arrivent à créer des tunnels à travers le marigot de Louis Pouzin, c'est-à-dire Internet. On ne peut pas imaginer un système aussi structurellement insécurisé. C'est clair. Je le mets parfois en boîte, Louis, parce que je lui dis, mais tu as confié ton invention à des abrutis qui ont fait n'importe quoi avec. Et c'est vrai qu'au moment du choix entre les réseaux, je pense à X25 en particulier, et le réseau IP, au départ, il n'y avait pas photo. Alors, ce matin, on se moquait gentiment de ces ingénieurs de France Télécom qui eux, se moquaient d'Internet. Moi, j'ai eu en face de moi un ingénieur général des télécommunications à qui je quémandais, quand je dirigeais le service central de la sécurité des systèmes d'information, je demandais en 96 d'avoir un abonnement Internet haut débit. Alors, le haut débit de l'époque, c'était 64 kilobits. Ça coûtait 50 000 francs à l'époque d'abonnement. Il me dit en 96, mais c'est pourquoi faire ça? Internet, c'est un gadget. Dans 6 mois, on n'en parle plus. Et il n'était pas tout seul, je vous garantis. Donc, il faut voir d'où on vient. Et effectivement, Internet n'était pas un gadget. Il était très mal fichu, mais il était quasiment gratuit. Donc, il n'était pas mal fichu. Il avait été livré à la multitude quand l'armée américaine l'a laissé partir, en enlevant tout ce qui apportait un tant soit peu de sécurité. Dans les années 60, je ne sais plus en quelle année, 80, mettons, j'étais responsable
d'un réseau de transmission de données dans l'armée de terre, j'ai eu, moi, à faire le choix entre Datagram et X25. Il était clair que le Datagram de l'époque, il n'y avait qu'un réseau qui marchait d'ailleurs au niveau militaire, c'était les marins. On ne pouvait pas tirer de conclusion puisqu'ils avaient que 3 nœuds. Alors qu'on parte d'un côté ou de l'autre, c'était la même chose. Mais au niveau de la fiabilité, de la sécurité, le réseau X25 était quand même incomparable. Maintenant, je reviens sur une planche que vous avez montrée sur justement les effectifs de l'ANSSI. Je dois dire que c'est impressionnant. Le service que je dirigeais, il y avait peut-être 30 ingénieurs sur, on était une centaine d'agents, mettons en 2000. Les effectifs aujourd'hui dépassent à peine ce qu'étaient les services équivalents britanniques et allemands de mon époque. Donc, j'imagine qu'ils ne sont pas restés inertes. Cela dit, je ne me suis jamais battu pour les effectifs. C'est un réflexe. J'ai toujours cherché à faire aussi bien avec pas beaucoup. Et on y est arrivé, parce que si l'ANSSI d'aujourd'hui, avec ses 600 agents, fonctionne, c'est parce que le petit CSSI de l'époque l'a tracé sur de bons rails, et en particulier au niveau de la certification. Je rappelle que c'est à cette époque qu'ont été créés les critères communs. C'était un ingénieur du SCSI qui était patron du groupe de travail des critères communs à l'échelle internationale, avec les Américains, les Canadiens, les Hollandais, les Allemands, et les Britanniques, bien sûr. C'est à cette époque qu'on a mis en place un certain nombre de... tout le schéma de certification reposant sur des laboratoires privés et indépendants pour procéder aux évaluations des produits de sécurité. C'était à cette époque. Moi, j'ai eu la grande fierté de me rendre au Royaume-Uni, en Écosse, pour ne pas le citer, pour aller inspecter une usine de Motorola qui avait décidé de faire certifier ses composants de carte à puce par notre service. Je ne sais pas, ça s'est reproduit maintes fois chez les Japonais, les Coréens, etc. Donc, la taille d'un service n'est pas forcément un critère. Aujourd'hui, l'ANSSI, si je comprends bien, elle est très puissante, mais elle a un problème de ressources humaines parce qu'il y a un turnover très, très important. Et le problème qui a été décrit sur d'autres choses ce matin, c'est que ce manque de culture, personne ne leur apprend l'histoire, ce qui s'est passé avant. Et j'ai l'impression que c'est un peu le nouveau monde qui redécouvre la poudre dans bien des domaines. Et c'est un petit peu, moi, ce que je regrette. Un dernier point sur les voitures autonomes. Je citais que, vous savez sans doute que un jour, le président de Ford se moquait des constructeurs informatiques en disant si on avait construit les voitures comme l'informatique, on roulerait encore en trottinette, en faisant référence à tous les bugs, etc., que l'on peut rencontrer. Mais hélas, 10 ans après l'introduction de l'informatique dans les voitures, on peut s'apercevoir que c'est encore pire. Il n'y a aucune au départ, il n'y a eu aucune protection, aucune mesure de sécurité mise en place, aucune méthodologie pour sécuriser ça. Pire que tout, j'ai posé la question aux responsables du ministère de l'Intérieur qui s'occupe des voitures autonomes. Je lui ai demandé, est-ce que vous ne craignez pas qu'on rencontre sur les voitures le même problème qu'on a rencontré avec la bureautique, avec l'introduction de backdoor dans les systèmes de protection, etc. Et bien sûr, le haut responsable m'a dit « Ah, ben j'espère bien !» Parce que lui, son souci, c'était de pouvoir arrêter les gangsters en bloquant la voiture grâce à une backdoor. Inutile de vous dire qu'on ne serait pas tranquille si ces vœux étaient exaucés. Malheureusement, vous savez que les portes dérobées, elles sont soit d'origine accidentelle,
mauvaise qualité des logiciels dont vous parliez, et ça, j'en suis bien sûr le premier témoin, où elles sont mises volontairement. Et j'ai eu entre les mains, suite à une erreur de transmission d'un dossier d'autorisation de mise sur le marché français d'un produit de sécurité d'un grand éditeur américain, la preuve qu'il introduisait des backdoors. Le texte, c'était le moteur cryptologique de notre système n'a pas été changé depuis la version précédente, à l'exception d'une porte dérobée, enfin d'une backdoor, comme c'était écrit, mise en place, cryptographique, pardon, une porte dérobée cryptographique, mise en place à la demande du gouvernement des États-Unis pour les nations non soumises à embargo. C'est-à-dire qu'on avait de la chance de faire partie des nations non soumises à embargo, mais on était taxé d'une backdoor. Quelques mots pour terminer, là, parce qu'on commence à déborder là, par rapport aux atouts, entre guillemets, que la France et l'Europe pourraient avoir dans cette souveraineté numérique, parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, il faut être un État, une puissance numérique pour exister et continuer à exister, en fait. Hein. Est-ce que c'est la recherche? Est-ce que c'est des initiatives là qu'on a vues avec Grégoire là au niveau étatique, à la fois au niveau français ou au niveau européen? Est-ce que c'est encore quelques constructeurs justement comme Atos ou des gens comme OVH là qui essaient d'avancer sur le cloud? Est-ce que c'est voilà, quels sont un peu aujourd'hui en quelques phrases là les atouts qu'on pourrait avoir pour maintenir notre puissance en fait hein, aujourd'hui dans l'environnement mondial tel qu'il vient d'être décrit? Alors, je ne sais pas si je peux vraiment parler d'atouts, mais je peux parler en tout cas de la spécificité des Français à l'ISO. Donc, je fréquente cet organisme de normalisation, l'ISO, et je le fréquente dans plusieurs meetings, celui sur l'intelligence artificielle, celui sur la blockchain et celui sur la cybersécurité. Et je retrouve toujours les mêmes caractéristiques des Français comparés aux autres. D'abord, les Français, il faut bien le dire, nous avons un véritable souci éthique. Alors, je vous rassure, quand on est dans des enceintes qui sont dominées par les anglo-saxons, le mot « ethic », on ne le rencontre jamais. On a juste le droit de dire « societal concerns ». Et quand on a proposé une réflexion sur l'éthique à la première réunion sur l'intelligence artificielle, qui se tenait d'ailleurs à Pékin, il nous a été répondu que non, peut-être pas. Enfin, c'était intéressant, bien sûr, mais on allait peut-être en parler ailleurs et on l'a fait remonter dans une des instances de l'ISO et pour l'instant, j'en ai pas réentendu parler. Donc, premièrement, souci éthique et notamment souci de la privacy. On parlait de la puissance dans l'intitulé de cette table ronde. Ce qui est sûr, c'est que le RGPD, donc sous l'impulsion de Madame Falque-Perrotin, puis après le groupe G29 au niveau européen, ça a donné une influence extraordinaire à la France. Extraordinaire. Mais c'est pas de tourpeau. Quand vous êtes français, quand vous êtes délégué français, vous allez à l'ISO, on se prend les membres des GAFAMI en plein dans la figure et c'est très musclé. Mais on arrive toujours malgré tout, d'une certaine façon, je l'ai vu au sous-comité de cybersécurité, on arrive toujours à l'emporter parce que le marais silencieux qui assiste à nos échanges de propos sur un ton pas toujours très amène, finalement vote toujours avec les Français. C'est assez curieux. Donc c'est la première caractéristique, donc je dirais c'est l'éthique. La deuxième caractéristique, c'est que les Français sont vraiment des grands ingénieurs de la, comment ça s'appelle déjà, de la métrologie. C'est comme si on avait tous, enfin je dis on parce que moi je ne suis pas du tout ingénieur ou mathématicienne de formation, mais c'est comme si les ingénieurs et les mathématiciens français avaient tous un pavillon de Breteuil dans la tête. Et on est toujours en train, notamment sous l'influence de la NSSI, donc d'un côté l'influence de la CNIL pour l'éthique, d'un autre côté l'influence de la NSSI, on était toujours en train de faire l'échelle des risques. Et ça, c'est à porter au crédit de la NSSI, qui est reconnue par tout le monde comme un des plus grands validateurs, comme monsieur le disait avec modestie, un des plus grands validateurs de la sécurité mondiale, avec l'équivalent, dont je ne sais plus l'acronyme, excusez-moi, l'équivalent israélien. Et alors là encore, on se prend de plein fouet la culture anglo-saxonne, qui est de dire non, pas du tout, il n'y a pas besoin de faire de véritables expériences de sécurité, il suffit que ce soit déclaratif.
Donc, contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas du tout les Français qui ont des visions nébuleuses des choses, non, ce sont bien les anglo-saxons qui sont dans le déclaratif, qui ne connaissent que les déclarations, auto-proclamations de « je respecte la sécurité », alors que les Français sont dans une optique beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus empirique. Et dans l'exposé extrêmement complet que nous a fait M. Postel-Vinet, il manquait juste le Cyber Act, excusez-moi, sinon c'était plus que complet, le Cyber Act sur lequel on n'a pas fini de s'empoigner au niveau européen, puisque vous savez que sous l'influence des anglo-saxons, dont d'ailleurs tous ne sont pas européens, mais enfin je le dis en passant, il était question de supprimer ce système des laboratoires qu'avait mis en œuvre l'ANSSI et de donner à l'ENISA, donc l'ENISA qui serait, sous toute réserve, une espèce d'ANSSI européenne, de lui donner le droit de certifier et d'apprécier la qualité de sécurité. On a failli, pardonnez-moi, se faire avoir, et depuis environ 9 mois, on essaie de remonter la pente et de préserver justement notre système de preuve de la sécurité. Monsieur parlait aussi tout à l'heure des critères communs. Les critères communs, c'est aussi donc ce niveau minimal de sécurité à partir duquel on bâtit. Et c'est aussi un élément qui donne énormément de pouvoir et d'influence aux Français. Pour ce qui est de la normalisation dans le domaine de l'intelligence artificielle, alors la spécificité française, elle est un peu différente. D'abord, au niveau, dans ce que j'ai vu au concert international de l'ISO, on est les seuls à porter une voix différente de celle du big data. Alors bien sûr, on nous fait taire assez rapidement, hein, ça c'est parfois un peu difficile. On est les seuls à soutenir, non pas, je dirais pas, on n'ose même pas une intelligence artificielle symbolique, mais simplement une intelligence artificielle hybride. Et on n'a pas encore réussi à faire normaliser sur une intelligence artificielle qui ne serait pas uniquement du big data. Mais il est vrai que l'IA, du point de vue de l'ISO, n'en est vraiment qu'à ses débuts. Et enfin, je terminerai en disant que c'est assez curieux à l'ISO, on est toujours les challengers des USA. Quand certains représentants de certains pays ne sont pas contents, ils viennent chercher les Français. Ils nous disent, mais vous savez, là, est-ce que je peux venir travailler avec vous, je dirais aux interclasses, hein, où on se réunit entre Français. Donc généralement, on se retrouve avec tous les pays qui se méfient des GAFA et qui se méfient aussi des BATX. Et il y a même eu quelque chose d'assez amusant à l'avant-dernière réunion du ST27 sur la cybersécurité. Les Israéliens sont venus nous tirer par la manche à propos d'un problème de crypto. Alors moi, je connais rien à la crypto. Vous savez, les cryptographes ou les cryptologues, on les appelle la secte dans la normalisation. Mais on est venu tirer les Français par la manche en leur disant ne laissez pas normaliser ce que veulent les États-Unis. Un algorithme qui s'appelle Simon & Spec, vous en avez peut-être entendu parler. Et c'était les Israéliens qui sont venus nous chercher. Et on leur a dit mais enfin, comment savez-vous que c'est truffé de backdoors? Et ils nous ont répondu ah, mais on le sait parce que c'est nous qui l'avons conçu avec les Américains. Donc on est bien placé pour venir vous appeler à la rescousse en disant qu'il faut s'y opposer. Donc on a été plusieurs pays, mais c'est toujours la France. Alors je ne sais pas si c'est un concentré de... Alors je ne sais pas si c'est de la culture informatique ou si c'est un concentré de Vercingétorix, de Jeanne d'Arc, de la Révolution française et de Gaulle. Mais c'est toujours nous qui avons la responsabilité de brandir timidement, hein, parfois avec succès quand même, l'étendard de la révolte vis-à-vis des GAFAMI et sans doute bientôt vis-à-vis des BATX. Moi, je pense que la première des choses qu'on aurait à faire et qui n'est pas faite, c'est de savoir où on est bon et savoir où c'est pas la peine d'aller. Alors je pense qu'on ne sait pas où on est bon en France, par exemple. Non. Je pense que si je demande, par exemple, on parlait tout à l'heure des systèmes certifiés, nous sommes les meilleurs du monde en système certifié. Alors nous étions, je dois dire, parce que c'est la société que j'ai créée qui est vraiment la grande spécialiste de ça, elle est américaine maintenant, comme toutes les startups de mes copains, il faut être clair. Mais au niveau technologique, toutes les solutions qui sont actuellement dans les avions, dans les systèmes certifiés,
Elles ont été faites en France. Je ne connais pas grand monde qui est au courant de ça. Hein. En crypto, ah non, la crypto, c'est pas le domaine le plus dur de la sécurité. Mais en crypto et en sécurité, nous sommes absolument leaders. Qui est-ce qui sait ça en scientifique? Par exemple, il y a un théorème mal connu. Parler de vote électronique, c'est intéressant. Parce qu'on n'arrête pas d'en parler dans les journaux, mais personne n'a regardé de quoi il s'agit. Donc le vote électronique, c'est un truc assez simple. On sait, ou on pense très fortement, qu'il est impossible de faire un vote électronique qui ait le même degré de fiabilité que les votes avec des isoloirs. Ça s'argumente très sérieusement. Par contre, nous avons en France un système qui s'appelle Bellenios, qui a été fait à l'INRIA au CRS à Nancy, qui est de loin le meilleur système connu au monde et dont la sécurité est prouvée mathématiquement, ce qui est unique au monde. Nous avons la puissance de faire des choses comme ça. Par exemple, je suis dans le comité d'éthique de Parcoursup, comité scientifique et d'éthique de Parcoursup, et nous commençons c'est très intéressant. Par exemple, en France, personne ne connaît la différence entre un algorithme et un programme. Non. Je peux vous dire que dans la communauté française, hormis les gens qui savent ce que c'est, d'ailleurs, très souvent, je reçois des appels à venir faire des conférences. On me dit, venez nous parler des algorithmes, écrits avec un Y. Et je réponds toujours, j'ai l'algorithme dans la peau, j'arrive. Et les gens pensent qu'un algorithme et un programme, c'est la même chose. Alors, c'est absolument pas vrai. Exemple, nous avons publié les algorithmes de Parcoursup dans un papier que pas grand monde a lu, à ma connaissance, qui a été demandé par énormément de gens, à juste raison. Nous avons publié ces algorithmes. Le papier est un des plus beaux papiers que je connaisse au niveau écriture. C'est remarquable. Et puis, d'un autre côté, on a publié aussi des programmes que personne n'a lu non plus. Je pense, j'ai même entendu des gens à la radio dire « Ah, mais moi, j'ai lu les programmes JavaScript. » Sauf que c'est pas écrit en JavaScript ni en Java. Et il n'y a aucun point commun à part les 4 lettres JAVA entre Java et JavaScript. C'est juste comme ça. Bon. Donc j'ai entendu à la radio, très sérieusement, des gens dire « nous avons lu des programmes JavaScript ». Bon. Donc nous avons ça, et le ministère vient de commencer une action, de financer une action qui est de faire une preuve mathématique en machine que les programmes font effectivement ce qu'il y a dans l'algorithme. Nous avons inventé des outils pour faire ce genre de preuves. Les États-Unis sont en train de faire des très grands projets. Par exemple, c'est en France qu'a été fait le seul compilateur C prouvé mathématiquement au monde. Je vous donne par exemple un exemple. Les compilateurs C commerciaux sont peut-être les objets les plus utilisés de l'informatique. Hein. Eh bien, il y a un système américain très très malin de génération automatique de programmes qui a trouvé des centaines d'erreurs dans tous les compilateurs. Et dans celui-là, 0. Nous avons cette capacité-là. Je ne suis pas sûr que nous le sachions. Donc, la première chose, c'est de comprendre déjà, de rendre public et de promouvoir là où nous sommes bons. Et là où les autres savent que nous sommes bons, hein, c'est sur les systèmes certifiés, ils le savent très bien. Et nous avons la capacité de faire autrement. Comment Airbus est né? Airbus est né en faisant autrement. Ils ont décidé de faire un avion informatique dès le début. Les avions de chasse étaient déjà informatiques, mais pas du tout les Boeing. Donc ils ont décidé que les commandes de bord seraient électriques. Absolument typique. Électrique, ça veut dire faites avec du logiciel. Vous voyez comment on pense, hein? On dit électrique pour dire que c'est fait avec du logiciel. Ouais, oui, c'est énorme, oui, c'est énorme. Mais c'est comme ça qu'on pense. Et les Airbus sont nés de ça. Et ils ont été capables très rapidement de faire du big data. Ils ont été capables de faire de la maintenance en vol bien avant les autres. Et c'est ça c'est une des raisons. Il y a beaucoup de raisons, mais c'est une des raisons qui ont fait leur succès. Par contre, dans la voiture, il n'y a ni certification, ni entente. Et je sais, pour avoir essayé de travailler longuement avec les automobilistes, on y a perdu pas mal d'argent, nous, dans notre société, que les gens en face, ils n'avaient pas envie de savoir ce que c'était. Ils disaient, c'est un problème de sous-traitant. OK? Et ça, c'est encore vrai, je dirais. Donc, puis maintenant, ils ont la trouille d'être les sous-traitants des GAFA. Mais ça, c'est pas évident. Et puis, d'arrêter dans les journaux, on a un problème. Dans les journaux, on ne parle que d'un sujet à la fois. Et ils révolutionnent toujours tout. Donc, on parlait de l'imprimante 3D qui va révolutionner l'industrie entière. Bon, c'est juste pas fait. Mais ça existe toujours, mais on n'en parle plus, absolument plus. Après, on parle du big data qui va tout révolutionner. Bon, parce qu'on a gagné au Go.
Mais ça n'a aucun rapport, quoi. Le Go, c'est un jeu où on sait où on a gagné ou perdu, donc on peut faire un apprentissage malin. Et puis, le big data, c'est pas encore quelque chose de bien établi. On sait qu'il va se passer des choses, aucun doute, mais c'est pas quelque chose de bien établi. On a la plus grande base de données au monde en santé. Qui est-ce qui sait ça? Il y a des gens qui savent ça, mais la plupart des gens ne savent pas ça. Nous avons la base de données la plus grande et la mieux organisée grâce à quelque chose qui s'appelle la carte vitale. On a plus de données et le monde entier est jaloux de ces données-là, il faut être clair. Après, on a des problèmes. Par exemple, les gens disent tous, nous voulons de l'open data, mais nous voulons valoriser nos données. Ah, petit souci. Bon, donc il faut commencer à raisonner un petit peu. Nous avons beaucoup de force, mais je pense que les gens ne le savent pas. Et la première des choses qu'à faire, c'est de savoir qui nous sommes et qui nous ne sommes pas. Bon, très rapidement, d'abord pour répondre à la question posée, je crois que le meilleur atout, c'est les bêtises, pour pas dire les exagérations que commettent les Américains. On a créé l'industrie spatiale européenne parce que les Américains sont allés un peu loin en nous privant de l'utilisation commerciale de l'espace. C'est ça qui a fait décoller. D'autres grosses bêtises, Snowden. Bon, là, c'est quand même la première fois que tous les pays ont réagi, un tant soit peu. Ça ne dure pas longtemps, hein, mais on s'est quand même scandalisé parce qu'on a vu ce qu'étaient capables de faire les Américains avec toutes nos données. Je voulais réagir, vous avez parlé de la carte vitale. Ça, c'est un bel exemple du rôle qu'on a joué dans la sécurisation de cette carte. Quand j'ai découvert la carte vitale dans les années 95-96, les prémices, il y avait une société anglaise de télévision à péage qui s'appelait BSkyB, qui se faisait pirater, mais à grande échelle, par des firmes irlandaises où il n'y avait aucune législation contre le piratage. C'était le même principe que pour la carte vitale. Et les pirates avaient amassé un tel pactole, parce qu'ils avaient pignon sur rue, ils étaient considérés comme une industrie de haute technologie par le gouvernement. Ils faisaient de la publicité dans les magazines pour vendre des cartes pour BSkyB, moitié moins cher, et ils assuraient même le service après-vente. Quand j'ai vu cette carte vitale partir sans aucune spécification de sécurité, je suis allé au ministère de la Santé, j'aurais dit combien vous estimez qu'il y a de clandestins en France? À l'époque, c'était entre 200 et 800 000. Vous voyez, je prends le chiffre le plus bas. Combien un clandestin accepte de payer pour pénétrer en France? On était tombé d'accord sur le chiffre, à l'époque c'était en francs, 10 000 francs. Et bien je dis, combien croyez-vous qu'ils accepteraient de payer pour avoir une carte qui donne droit à des soins gratuits? Bon, on était tombé sur le chiffre de 1 000 francs. Et bien je dis, multipliez 200 000 par 1000 et vous faites le marché de la fraude à la carte vitale. Et vous êtes sûr que vous allez développer une industrie mafieuse, parce que les gens vont amasser le pognon comme les pirates irlandais. Dès que BSkyB avait vu le danger, ils mettaient une barrière, les pirates n'en faisaient qu'une bouchée, et c'était une course à l'échalote. J'ai dit, il faut d'emblée mettre un niveau de sécurité suffisant pour ne pas générer cette industrie mafieuse. Et c'est comme ça qu'on a sécurisé, mais je dirais au minimum, au moins qu'on ne fasse pas des reproductions à grande échelle dans une arrière-cour ou dans un garage. Hein. Voilà. Je m'arrête là. Monsieur le Président, j'en profite. Ouais. Juste de cette table ronde et surtout de cette journée. Désolé d'être Aussi directif. un peu directif, mais je repasse le micro pour quelques mots de conclusion. Bon, mais inutile de vous dire que
je suis extrêmement heureux de clore ce colloque et je suis heureux de voir que jusqu'au bout, nous vous avons gardé attentifs avec des sujets parfois austères, parfois inquiétants. Je voudrais vraiment vous exprimer toute ma satisfaction. Comme je vous le disais ce matin, d'une part, nous avons voulu vous donner un aperçu des activités de l'Institut Frédéric Bull, et d'autre part, effectuer un point de situation sur le développement de ce qu'on appelle généralement le numérique et de tout ce qui tourne autour, tout ce qu'il suscite comme espoir, mais aussi toutes les craintes qu'il nous inspire pour l'avenir. Parce que nous avons commencé à nous interroger il y a 40 ans et que, somme toute, nous ne nous portons pas si mal, alors que nous aurions pu être balayés comme d'autres par ce nouveau monde qui n'a plus le temps de se pencher sur ses racines et préfère faire table rase avant de réinventer la poudre, nous avons au moins un droit, celui d'être optimistes sur l'avenir, même si cet optimisme est tempéré par une lucidité et une vigilance permanente, prenant en compte les travers de l'humanité. Mesdames et messieurs, au nom de tous les membres de l'Institut Frédéric Bull, et en votre nom à tous qui avez bien voulu participer à cette journée, j'adresse à tous les intervenants mes plus chaleureux remerciements pour leur implication dans cette œuvre collective. Un merci particulier aux organisateurs et à tous ceux qui nous ont aidés. Maintenant, je vous donne rendez-vous à l'étage supérieur pour un petit cocktail d'adieu, avant de nous séparer, en attendant de nous revoir au plus tard pour les 50 ans de l'Institut.